Journal de la rédaction, Henri Sagnier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La bourse de Paris en pleine ébullition, plus 1,48% aujourd'hui en clôture. C'est le 4e jour de hausse successif. La bourse est visiblement dopée par les rumeurs d'offres publiques d'achat. Les OPA, analyses et commentaires avec nos spécialistes dans quelques instants. Surprise et émotion à Marseille après la remise en liberté sans inculpation du policier auteur de la bavure mortelle. La décision provoque aussi des remous au palais de justice. Philippe Mestre présente les 18 mousquetaires qui battront la campagne de Raymond Barre. Pendant ce temps-là, l'ancien Premier ministre confie en Bourgogne qu'il trouve le pouvoir triste. Le Congrès américain refuse de voter des crédits d'aide à la Contra du Nicaragua. Sur un sujet qui lui est cher, c'est une grave défaite pour le président Reagan. Bretagne, les efforts pour lutter contre la marée noire contrariée par le mauvais temps. Les bateaux n'ont pas pu prendre la mer pour chaluter les plaques de pétrole. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Indignation à Marseille au lendemain d'une bavure policière. Ce matin, on apprenait que le policier qui a mortellement blessé le fils d'un chauffeur de taxi il y a 48 heures venait d'être remis en liberté. Depuis, les interrogations, les mises au point et autres déclarations se multiplient. Il y aurait même des remous parmi les magistrats marseillais. Tout de suite le point avec Henri Bodiguel. C'est une décision inhumaine et honteuse. Robert Dovero n'en dira pas plus pour qualifier la remise en liberté ce matin du policier qui a tué mardi dernier son fils unique, Christian, âgé de 26 ans. On le voit ici en blouson vert en compagnie de ses avocats au moment de se rendre chez le doyen des juges d'instruction. La décision de remettre en liberté le policier auteur du coup de feu mortel et de limiter l'enquête du juge à la seule recherche des causes de la mort a été prise à la suite hier soir d'un coup de téléphone du cabinet du garde des Sceaux. Une intervention qui a provoqué une vive réaction de la part du syndicat de la magistrature. Nous posons les problèmes du statut des magistrats du parquet qui, de par les textes, ont seuls la prérogative du choix des poursuites dans leur ressort territorial. Et ces initiatives ont été contrariées là par une volonté d'ordre politique. Par ailleurs, et toujours à cause de cette intervention du cabinet du garde des Sceaux, le procureur général adjoint de Marseille, Louis Bartholomé, a déposé aujourd'hui une demande de mutation. Quant aux avocats, ils ont déposé une plainte auprès du doyen des juges d'instruction pour homicide volontaire. Parce que, compte tenu des circonstances dans lesquelles la mort du jeune Christian Dovero est intervenue, il nous paraît, sauf information complémentaire, exclu que le fait de tirer ait été involontaire. En tout cas, il appartiendra au juge d'instruction saisi, au cours de l'information, de disqualifier ou de requalifier s'il estime nécessaire. Comment jugez-vous de toute façon la décision qui a été prise de remettre en liberté le policier et avoir chargé simplement un juge d'instruction de rechercher les causes de la mort? Il ne m'appartient pas de juger. Ce que je peux dire, c'est qu'il m'apparaît anormal, compte tenu encore une fois de ces circonstances, que cette procédure qui exclut complètement une possibilité de constitution de partie civile et qui exclut dans le même temps la possibilité pour les avocats d'assister et d'avoir accès aux pièces de la procédure et d'assister à une reconstitution, c'est complètement anormal. Le problème de fond qui est aujourd'hui posé à travers l'intervention du cabinet du garde des Sceaux, c'est finalement celui de l'indépendance du parquet par rapport au pouvoir politique. Ou bien les magistrats sont indépendants et ils prennent eux-mêmes les décisions qu'ils jugent opportunes, ou bien ils sont des fonctionnaires, et dans ce cas, ils attendent les ordres. C'est en tous les cas ce qu'on pouvait entendre aujourd'hui dans les couloirs du palais de justice de Marseille. En Angleterre, la paix sociale instaurée depuis quelque temps par Mme Thatcher est subitement troublée par une série de grèves impressionnantes. La mobilisation est importante autour des infirmières, des mineurs. Il y aurait même une menace de conflit dans les usines Ford dans les heures qui viennent. Pour l'instant, seuls les marins ont accepté de suspendre la grève, mais il n'y aura pas de reprise immédiate du trafic transmanche, on l'a appris tout à l'heure. Face à cette tension sociale, certains députés conservateurs brandissent l'épouvantail des grèves de fin 78, début 79. Ces grèves, souvenez-vous, avaient entraîné la chute du gouvernement travailliste. La grève des marins britanniques, cela veut dire 24 heures d'attente en moyenne pour plusieurs centaines de routiers bloqués à Calais et à Douvres. Aujourd'hui, la Cour de justice, saisie par 2 compagnies, dont la Sealink, a déclaré illégale cette grève commencée le week-end dernier. Au départ, une grève de
solidarité des marins britanniques pour protester contre le licenciement de 160 dealers par la compagnie de l'île de Man. Suite à ce jugement, le secrétaire général du syndicat a appelé à une reprise du travail. Mais à Douvres, les marins ne suivent pas, invoquant d'autres motifs à leur mouvement, de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Sur ces nouveaux motifs, les marins sont reçus en ce moment même par la direction des compagnies maritimes. Matra, la surprise, on savait depuis quelques jours que la privatisation était réussie, ma foi. Les chiffres officialisés aujourd'hui dépassent de loin les estimations du PDG Jean-Luc Lagardère. 300 000 actionnaires se sont manifestés. C'était un test important car la privatisation de Matra était, vous le savez, la première depuis la crise boursière. Claire Chazal. Opération Matra réussie. Le leader français des satellites, de l'armement ou des télécoms est désormais privé. L'offre publique de vente a dépassé les espérances. Certes, la privatisation de Matra n'était pas vraiment risquée. Un prix de l'action très attractif et un volume de titres offerts au public finalement très limité. Car Matra avait préféré réserver le noyau dur de son capital à de grands groupes français ou européens sûrs d'acheter. Reste que la demande des particuliers a été 5 fois plus forte que l'offre et que les salariés du groupe ont presque tous répondu à l'appel. Alors les épargnants reviennent-ils à la bourse? Le ministre de l'économie sera en tout cas pragmatique pour la poursuite des privatisations. Matra a bien marché, très bien, je m'en réjouis. Matra sera coté à la bourse de Paris lundi prochain et nous verrons à ce moment-là s'il y a lieu ou pas de poursuivre et en faveur de quelles entreprises. Donc je me donne quelques jours pour me faire une opinion définitive. Et vous serez très vite fixé au début de la semaine prochaine, je pense. S'agira-t-il d'une petite banque filiale du CIC ou d'une grande compagnie d'assurance comme l'UAP? La fragilité des marchés financiers pourrait commander la prudence. Je vous le disais tout à l'heure, le soleil brille toujours sur la bourse de Paris. Nouvelle hausse aujourd'hui de 1,48%. C'est un peu moins qu'hier. La bourse est visiblement stimulée par les rumeurs d'offres publiques d'achat. L'OPA Mania, comme on dit, qui fait fureur, a totalement transformé un marché qui se traînait encore il y a quelques jours au plus bas niveau depuis décembre 85. Côté OPA, il y a des rumeurs, mais il y a aussi des certitudes. On sait depuis ce matin que Schneider lance une OPA, par exemple, sur Télémécanique. Alors Gérard Leclerc, comment expliquer toute cette vague d'OPA qui s'étale à la une de tous les journaux? Il y a certes la chute des cours, il y a peut-être aussi la perspective du marché unique de 92. Oui, absolument. Rappelons d'abord qu'une OPA, c'est le rachat d'une société par une autre en passant par les actionnaires. Alors on s'attend à ce que 1988 soit l'année des OPA sur toutes les grandes places financières et notamment Paris, et ce pour 3 raisons. Avec le krach boursier, le cours des actions a chuté en moyenne de 40%. Certaines belles valeurs sont à des prix très abordables. Il y a donc des affaires à faire, surtout que le profit des entreprises sont à la hausse. Deuxième raison, c'est l'ouverture des marchés, notamment en Europe, avec l'échéance de 1992. Troisième raison, les grandes sociétés se sont restructurées avec la crise. Elles doivent maintenant se redéployer pour atteindre une taille critique sur les créneaux qu'elles ont choisis. Alors à l'inverse, les sociétés qui ont un capital dispersé se sentent menacées et tentent de se défendre en rachetant leurs actions ou en nouant des alliances avec des sociétés amies. Le plus bel exemple, c'est l'extraordinaire bataille actuellement autour de la Société Générale de Belgique. Oui, alors est-ce qu'il y a du nouveau ce soir? C'est une affaire qui est un peu plus complexe quand même. Hein. Oui, en tout cas, c'est une affaire d'abord qui est énorme puisque la Société Générale de Belgique, c'est le tiers de l'économie belge. Et puis c'est une affaire qui tourne à l'imbroglio juridico-politique et le tout dans une ambiance de folie boursière. Alors l'OPA, lancée par le condottiere italien De Benedetti sur la vénérable Société Générale de Belgique, est pour l'instant bloquée par la justice, tout comme l'est également l'augmentation de capital décidée comme contre-attaque par les dirigeants de la SGB. Dans la coulisse, on s'agite beaucoup dans une atmosphère à mi-chemin entre le western financier et la révolution de Palais. Dans un premier temps, c'est un groupe flamand, Gevaert, qui est monté en ligne pour contrer De Benedetti, à moins que ce ne soit un jour pour s'associer avec lui. Nouvelle intervention depuis 48 heures, plus de 14% du capital de la Générale de Belgique vient de changer de main. Le mystérieux acheteur, c'est Suez, on vient d'en avoir la confirmation. Suez affirme ce soir détenir 10% de la SGB. La compagnie financière française viendrait ainsi à la rescousse de la SGB dans une sorte, disent les partisans de Benedetti, une sorte de sainte alliance de l'establishment traditionnel contre le nouveau capitalisme européen qu'incarnerait le groupe Benedetti. On évoque aussi, Gérard, une possible intervention de Paribas. Vous avez confirmation? Ça fait partie des rumeurs. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation. Vous voyez, la situation est très confuse. Elle pourrait évoluer dans les toutes prochaines heures. En ce moment même, commence à Paris un conseil d'administration de Suez auquel participe Carlo De Benedetti, qui se trouve également être donc actionnaire de Suez. Et vous le devinez, l'explication risque d'être orageuse. Tout à fait. Merci, Gérard.
À l'Assemblée, suite du débat relatif au financement des partis politiques. Les discussions d'hier soir n'avaient pas permis, vous le savez, à la majorité et au Parti socialiste de rapprocher leurs positions, mais de part et d'autre, on garde le secret espoir d'aboutir à un consensus. Le point au Palais Bourbon avec Daniel Brême et Pascal Guimier. Toujours plus d'amendements en sous-amendements, de sous-amendements en sous-sous-amendements, bref, le grand jeu. Suspension de séance, scrutin public, guerre d'usure. Le gouvernement fait un pas en avant, les socialistes souriants en réclament un autre. Charles Pasqua doit même faire la grosse voix pour une vraie fausse colère. Le gouvernement a fait preuve de la plus grande sagesse et vous a laissé librement débattre, partant du principe que c'est une affaire qui concerne au premier chef les députés. Si vous préférez, ce qui est votre droit, une autre pratique parlementaire et notamment celle du 49.3, dites-le nous, nous sommes tout prêts à l'utiliser le cas échéant. Personne n'est dupe, le ton reste finalement débonnaire. Le gouvernement continue de montrer de la bonne volonté, rassurant l'UDF sans braquer les socialistes. Peine perdue ou plutôt différée, car le PS fait habilement durer le suspense, procédé éprouvé pour faire monter les enchères. Nous devrions voter contre tout le texte, mais nous voulons laisser une chance à la possibilité d'un accord final. Et comme il y a eu beaucoup d'évolutions au cours du débat parlementaire, nous espérons qu'après le débat au Sénat, lorsque le texte reviendra à l'Assemblée nationale, on aura trouvé une meilleure solution, une meilleure situation et que nous puissions voter ce texte. Une fois encore, tout reste donc possible. Cet après-midi, le PS a bien voté contre les déductions fiscales, mais cela ne devrait pas l'empêcher, cette nuit, de ne pas rejeter l'ensemble du texte. Une abstention tactique, un ni oui ni non, que les socialistes présenteront eux aussi, à leur tour, comme un gage de bonne volonté. Voilà, suite dans le prochain journal, aux alentours de 23 h avec Aubry Edler. Fini la tortue, place au TGV bar. Le député de Lyon change de style dans une brochure et dans un film que nous détaillerons mardi prochain, puisque ce soir-là, Raymond Barre sera à nos côtés, l'invité du journal de 20 h. En attendant, nous avions rendez-vous aujourd'hui avec les 18 mousquetaires du candidat Barre. Les 18 personnes que vous allez voir sont chargées de porter le message du candidat UDF à travers la France. Olivier Lerner. La garde rapprochée de Raymond Barre. 18 mousquetaires, un ministre, un ancien ministre et 16 députés. D'Artagnan, Philippe Mestre, 60 ans, le directeur de campagne de Raymond Barre. 18 mousquetaires pour animer des centaines de réunions à travers toute la France. Le patron délègue ses pouvoirs pour la première fois. On dit souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, que ça doit être quelqu'un d'assez difficile à vivre, etc. C'est tout le contraire. Enfin, vous pensez que vous allez pouvoir exister ? Mais j'ai parfaitement l'impression d'exister depuis déjà quelques temps, et les autres aussi, non, vous verrez. Il y a on raconte beaucoup de choses sur Raymond Barre qui ne sont pas tout à fait exactes. Je pense que cette campagne le montrera. La France est en train, dans l'indifférence, de s'habituer à la réélection de Mitterrand. Chose horrible. Eh bien, les mousquetaires vont combattre pour Barre et contre Mitterrand. Un pour tous, tous pour un. Les mousquetaires attendent l'arme au pied, le feu vert de leur candidat pour se mesurer aux puissantes armées chiraciennes et mitterrandistes. Comment se battre ? Comment gagner ? Raymond Barre leur a donné un seul conseil, ne promettez pas n'importe quoi. Histoire de sourire et à défaut de sondages actualisés sur les présidentielles, permettez-moi de faire un petit clin d'œil à la classe politique. VSD et la Sofres publient un sondage sur les Français et l'amour. 23% des personnes interrogées reconnaissent qu'il leur arrive de s'ennuyer en faisant l'amour. Et la classe politique dans tout cela, ne vous inquiétez pas, j'y arrive. Il semblerait que le Parti communiste et le Front National soient plus atteints que les autres. Pascal Deschamps n'a pas hésité. Elle a tendu son micro aux intéressés. Premier élu, le RPR. 18% seulement de ses sympathisants avouent s'ennuyer en faisant l'amour. En faisant L'amour. Moi? Mais je me suis jamais ennuyé nulle part. Pourquoi voulez-vous que je m'ennuie en faisant l'amour? Ceux qui se proclament comme électeurs RPR s'ennuient moins que les autres. Alors ça prouve qu'on a probablement une plus grande capacité au bonheur et j'espère qu'on en fait bénéficier notre entourage. UDF, 25% de sympathisants s'ennuient au lit. Je ne vois pas très bien ce que nous pouvons faire pour eux. Je veux bien que nous légiférions, mais je doute fort que si nous instituons une loi autorisant les Français ou les obligeant à ne pas s'ennuyer lorsqu'ils se livrent à l'acte de la procréation, je doute fort que nous ayons des résultats. Même pourcentage chez les socialistes.
Je pense par exemple à ce qu'on fera à l'Assemblée nationale le lendemain, à la réception que je vais avoir, au costume que je vais mettre le matin, à l'eau de toilette, voilà, un tas de choses comme ça. Ça permet donc de faire son programme pour la journée du lendemain. Front National, 28% d'insatisfaits. Je m'excuse de vous le dire, mais enfin, c'est certainement la faute des Françaises. Alors, il faudrait que les Françaises soient un peu plus portées sur les choses de l'amour, peut-être à ce moment-là, et je pense pour un certain nombre, peut-être un peu moins sur les choses de la politique. Pourquoi? Il y a d'autres endroits où on s'ennuie moins? Au RPR. Faites-moi honnête, j'irai difficilement. Bon dernier, les communistes. Le sujet les ennuie tellement que pas un n'a voulu nous en parler. Voilà, sans commentaire. En bref, une statistique qui concerne l'automobile. Là, je change complètement de sujet, vous en conviendrez. Pour la première fois depuis 1979, la France a produit plus de 3 millions d'automobiles en 1987. 3 millions, soit 10% de plus qu'en 1986. Autre chiffre remarquable, les exportations ont atteint 55% de la production française. Justice, du nouveau à Paris dans l'affaire des tentatives d'écoute téléphonique. Maître Spinner, l'avocat d'un des ex-gendarmes mis en cause, demande que le juge Boulouk soit récusé. Maître Spinner considère notamment que le juge Boulouk n'instruit pas cette affaire en toute impartialité. Les autres faits marquants de l'actualité en images, commentés par Isabelle Staes. L'Inde reçoit son premier sous-marin à propulsion nucléaire. L'engin est de fabrication soviétique. Officiellement, il s'agit d'un prêt destiné à entraîner les marins indiens. Si les essais se révèlent concluants, New Delhi pourrait acheter 3 sous-marins de ce type. Une cargaison d'armes saisie près de Belfast, grenades, fusils et lance-roquettes de fabrication soviétique, le tout caché dans un camion frigorifique. Selon la police, ce chargement est l'un des plus modernes, jamais découvert en Ulster. Il était vraisemblablement destiné à l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. 2 soldats israéliens tués lors d'une opération commando. L'accrochage s'est produit ce matin. 3 Palestiniens voulaient s'infiltrer en Israël à partir du Liban. Un des assaillants a été tué. Alors que les troubles se poursuivent dans les territoires occupés, 2 manifestants palestiniens sont morts aujourd'hui. Effectivement, les troubles se sont poursuivis aujourd'hui en Cisjordanie et à Gaza. 2 manifestants palestiniens ont bien trouvé la mort aujourd'hui. Sur place, la tension n'a jamais été aussi forte et la colère monte chez les colons israéliens. Nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement. De passage à Paris, le roi Hussein de Jordanie a été reçu cet après-midi à l'hôtel Matignon. Je vous rappelle que le souverain jordanien essaie de réactiver le processus de paix au Proche-Orient. Le roi Hussein a fixé le prix de la paix. Il faut, a-t-il dit, restituer les territoires occupés et Jérusalem aux Palestiniens. Une interview exclusive signée Pierre Serra. Le prix de la paix, c'est la restitution des territoires occupés depuis juin 1967. Tous les territoires et en même temps régler le problème palestinien. Et Jérusalem? Jérusalem a une importance vitale. Ce n'est pas un jouet politique. Jérusalem est importante pour tous les fidèles des 3 religions monothéistes. La partie arabe de la ville a été occupée en juin 1967. C'est un territoire occupé, mais dans un contexte de paix, Jérusalem devrait devenir l'essence même de la paix. S'il n'y a pas de solution, c'est à cause de l'intransigeance du gouvernement israélien, soutenu jusqu'à présent par les États-Unis. Je ne comprends pas vraiment pourquoi les Arabes s'attachent si fort aux États-Unis qui depuis des années soutiennent la politique d'Israël sans condition. S'il faut attendre quelque chose, c'est d'Israël, c'est pas des États-Unis. Oui, car Israël exerce, c'est très clair dans mon esprit, une énorme influence sur les décisions prises aux États-Unis. Vous avez des contacts avec les Israéliens? Le seul endroit pour les négociations est une conférence internationale. Quel serait le premier mot que vous diriez à une délégation israélienne dans cette conférence internationale? Pensez à maintenant et pensez au futur. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'Élysée a plaidé une nouvelle fois en faveur de la tenue d'une conférence internationale sur la paix au Proche-Orient. Aux États-Unis, revers cuisant pour le président Ronald Reagan. Par 219 voix contre 211, le Congrès américain
a refusé de voter l'aide au Contras du Nicaragua. C'est une grave atteinte au crédit du président qui avait fait de ce dossier une affaire strictement personnelle. Jacques Abouchard. On a dansé la nuit dernière dans les rues de Managua. La capitale du Nicaragua était à l'écoute de Washington. Elle venait d'apprendre la défaite de Ronald Reagan au Congrès. Les élus américains ont donc tranché. Plus un sou pour les Contras, les rebelles antisandinistes du Nicaragua. Ces guerrilleros que le président Reagan appelle les combattants de la liberté. Depuis 7 ans, les Contras sont littéralement portés à bout de bras par l'Amérique. La déception est très vive à la Maison-Blanche. Couper les vivres à la guérilla, y dit-on, c'est renforcer la tête de pont des Soviétiques et des Cubains en Amérique centrale. À cette logique s'oppose celle des adversaires de la politique réganienne qui se sont beaucoup agités à Washington sur les marches du Capitole pendant les débats des élus. Une chance supplémentaire de survie vient d'être donnée, disent-ils, au fragile régime de démocratie parmi les voisins du Nicaragua. Le vote de la nuit dernière a également revêtu l'aspect d'une épreuve de force entre Ronald Reagan et les démocrates à 9 mois de l'élection présidentielle. L'opposition s'est efforcée de convaincre l'opinion américaine que l'ère Ronald Reagan est bien révolue, que le charme n'opère plus et que les démocrates sont prêts à reprendre le flambeau. La pollution sur les côtes bretonnes, les opérations de chalutage devaient débuter aujourd'hui. Il s'agissait avant tout de récupérer en mer des plaques de mazout issues du pétrolier italien Amazon. Une dizaine de chalutiers ont été affrétés par la marine, mais tout dépendait bien sûr de la météo. Pascal Vanier, Patrice Velay. Première véritable estimation, les victimes de la pollution de l'Amazone, ce sont eux, des pingouins et des guillemots. Alors justement, c'est sans doute ce qu'il y a de plus dur à quantifier. Enfin, au fil des années, on arrive à avoir des méthodes pour ça. Et elles me permettent de dire ce soir qu'on peut vraisemblablement estimer qu'il y a au moins 1 millier de guillemots et de pingouins touchés. Sur le terrain, les reconnaissances aériennes ont été infructueuses aujourd'hui. Sans doute, le gros de la pollution se trouve-t-il éparpillé sur 150 km de côte. C'est répandu sur les rochers, sur le sable, et puis c'est très dispersé en ce qui concerne cette pollution. Parce que cette pollution, c'est quand même pas une marée noire, c'est pas la marée noire de la Moco Cadiz. La Moco Cadiz, référence permanente, l'affaire du siècle, qui a désormais appris aux Bretons à savoir se battre. La cause de l'Amazone vaut la cause de la Moco Cadiz? Largement, largement, et c'est pour ça que nous allons nous battre pour faire condamner, à mon avis, encore le pollueur. Les pollueurs paieront, armateurs et assureurs l'ont promis, une première qui ne suffit pas si chaque type de dommage n'est pas véritablement pris en compte. Cet homme est sur place à cet effet. L'expert désigné par le tribunal de Rennes établira la facture. Voilà, je suppose que vous les attendez toutes et tous, surtout si vous êtes turfiste et si vous avez joué cet après-midi. Voici les résultats du tiercé et du quarté. Les épreuves se déroulaient cet après-midi à Vincennes. On commence par le tiercé. Le 18, le 15 et le 6 rapportent dans l'ordre un peu plus de 3 500 francs et dans un ordre différent, 388 francs. Le quarté, 18, 15, 6 et 17. Belle somme, 87 228 francs 50. Et dans un ordre différent, 4 876 francs, tout rond. Tout cela, bien sûr, pour 5 francs. La météo, José, météo synonyme de pluie. De la pluie demain, oui, de la pluie sur les 3/4 de l'Hexagone. Donc la situation reste préoccupante pour les rivières en crue, en particulier en Bretagne. Cette pluie est apportée par une perturbation qui vient de l'Atlantique. Cette perturbation est assez massive. Elle mettra d'ailleurs tout son temps à traverser l'Hexagone. Donc résultat, demain à la mi-journée, eh bien ce sera bien installé sur les 3/4 du pays. Donc sur la carte, nous allons voir sur tout le sud-ouest, la vallée du Rhône, ainsi que sur tout le nord-est, donc ciel gris et pluie. De la neige à partir de 800 mètres sur les Alpes, à partir de 1500 mètres sur les Pyrénées. Prudence si vous pratiquez le hors-piste. En revanche, ciel bleu sur la Côte d'Azur et sur la Corse et beaucoup d'agitation sur le nord-ouest avec au programme de la grêle, des risques d'averses, mais aussi de temps à autre de belles éclaircies et des vents forts encore qui pourront souffler en rafale de 100 km à l'heure. Les températures restent stationnaires, c'est-à-dire 7 degrés à Reims, 10 à Nantes, à Tours, sur la moitié sud, 9 degrés à Limoges, 14 à Nice et 15 degrés sur la Corse. Demain, vendredi 5 février, pensez à Agathe. Ne n'y manqueront pas. Les années parisiennes de Van Gogh, c'est la première grande exposition, expo d'envergure organisée au musée d'Orsay à Paris. Van Gogh a séjourné, vous le savez, dans la capitale de mars 1886 à février 1888. Période de transition au cours de laquelle il a côtoyé des peintres célèbres comme Pissarro ou encore Monet. Le Van Gogh de ces années-là nous a gratifié de quelques autoportraits et d'une balade impressionniste dans les guinguettes parisiennes. Pierre Champetier.
Pour connaître l'homme, regardez les pieds. Apparemment, Van Gogh arrive à Paris dans un sale état. Les mêmes godillots, quelques mois plus tard, ça va mieux. Confirmation, voici notre homme affamé, les idées noires. Et là, presque un sourire aux lèvres, il a pris des couleurs. Ou plutôt, il va s'en mettre jusqu'aux yeux. D'abord, petite remise en forme dans l'atelier de Cormont pour apprendre les rondeurs. Il se plaint qu'on ne fasse pas assez de nus. Chaque jour, il débarque rue Le Pic chez son frère, les bras chargés de fleurs. Lui, le peintre des pauvres qui fait dans le joli. Premier tournesol. Son truc pour marier les couleurs, c'est un pompon de brin de laine qu'il accroche à sa palette. Le nez à la fenêtre, il découvre l'impressionnisme. C'est une révélation. Avec l'ardeur du néophyte, il se jette sur les dernières techniques à la mode. Divisionnisme, pointillisme. Regardez comment Paris va nous charmer cet Hercule, changer le farouche Vincent en peintre du bonheur. Le voici qui respire un grand bol d'air sur la butte, émerveillé par tous ces moulins qui lui rappellent le pays. Ils y passent tous, même le moulin à poivre. La colline de Montmartre a un petit air champêtre avec ses jardinets, ses guinguettes. Vincent, comme un peintre du dimanche, traque les amoureux dans les jardins publics. Bien vite, il pose le pinceau, compte Florette à la patronne d'un café, la séduit, s'enfuit devant le couteau d'un jaloux. Qui l'eût cru? Il peint encore des mamans auprès de leur berceau, des pêcheurs à la ligne, des jeux de lumière sur la Seine ou dans les sous-bois. C'est du Monet, du Renoir, du Seurat, du Berthe Morisot, tout ce que vous voulez, sauf du Van Gogh. Il est bien là pourtant, dans ces toits d'usine, au rouge criard. Van Gogh quitte Paris réconforté, presque heureux. Il a désormais les moyens d'affronter les grands vents de la Crau et d'Auvers-sur-Oise. Il est fin prêt pour la parade au soleil. Voilà, prochain rendez-vous d'information, édition spéciale présentée par Claude Sérillon. À 22h10 ce soir, il sera question du Liban et surtout des Libanais après 13 ans d'une guerre civile qui a fait plus d'1 million de morts et plus de 400 000 blessés. À 23h30, dernier journal avec Aubrey Edler. Demain, dès 6h45, n'oubliez pas bien sûr Télématin. À 8h moins le quart, c'est Charles Million, député UDF, qui sera l'invité de Gérard Morin dans Les 4 vérités. À demain 20h30, d'ici là, excellente soirée sur Antenne 2 et merci de tout cœur de votre fidélité.